Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons un instant en 1986, l'année où le Rock and Roll Hall of Fame a intronisé ses premiers musiciens, dont les iconiques Ray Charles, Buddy Holly et bien évidemment Elvis Presley. Tina Turner était également encensée en Californie, où son étoile était dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame. Et si vous allumiez la radio, vous seriez probablement tombé sur l'immense succès de Madonna, Papa Don't Preach. Mais pour le moment, retournons à la conversation qui a lieu dans la chambre. Et aux répliques, questions orales, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. J'aimerais savoir s'il peut nous indiquer quelle était la marge de profit de la compagnie Goodyear. Monsieur le Président, nous avons étudié ces chiffres très brièvement, mais nous attendons de recevoir des détails, d'autres informations. Nous avons rencontré le président et le chef de l'exploitation de Goodyear au Canada et nous attendons l'arrivée du président de l'Ohio. Étant donné que vous avez rencontré le président ce matin, je suis sûr qu'il vous a dit si l'usine était rentable ou non. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a dit à propos de la profitabilité? Le président de la compagnie canadienne avait dit qu'ils ont dû faire face à une prise de contrôle et à cause de la dette importante qu'ils ont contractée, ils devront étudier encore une fois leurs usines de par le monde. Dernière question supplémentaire. Monsieur le ministre, il y a environ 1500 employés qui croient ce qu'on leur dit quand on déclare que l'usine était rentable. Ma question, c'est cela. Il y a 1500 personnes qui risquent d'être sans emploi dans cette municipalité. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, 3 jours après l'annonce, si cette usine était rentable ou non? C'est une question très simple et d'ici cet après-midi, vous devez le savoir, vous devez connaître la réponse. Si nous étudions les chiffres, il apparaît que l'usine était rentable et nous allons poser d'autres questions afin de recevoir d'autres informations. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question. Ma deuxième question s'adresse au ministre de l'Industrie encore une fois. Si en fait il s'agissait d'une usine qui était profitable, qui était rentable, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi son gouvernement devait avoir des réserves avant de dire à Goodyear que vous allez dépenser tout le fonds nécessaire pour maintenir une usine rentable dans l'ouest de cette municipalité et en même temps, quelles sont les étapes que vous allez prendre? À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Encore une fois, je vais attendre. Monsieur le ministre, je regrette, Monsieur le Président, je n'ai pas entendu la dernière partie de la question. À l'ordre.
J'aimerais reformuler ma question pour le ministre. S'il s'agit d'une entreprise rentable, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi on a eu 45 millions en prêt, 10 millions en subventions, 35 millions pour Toyota et auparavant pour Suzuki? Et pourquoi donc vous ne seriez pas prêt à rendre cette entreprise aussi rentable par le truchement de subventions? Eh bien, premièrement, nous sommes très concertés par le fait que cette usine va fermer des portes et qu'il va y avoir des pertes d'emplois. Et en ce moment, nous parlons avec le président en charge des affaires financières. On a parlé de questions de santé financière, de relocalisation de l'usine, et ces pourparlers auront lieu demain. Supplémentaire? Je crois que ce que les 1500 travailleurs voudront, en fait, c'est quelque chose de très simple. Vous avez dépensé 55 millions de dollars, donc, pour Suzuki et 50 millions de dollars pour Toyota. Et les 1500 travailleurs veulent tout simplement savoir si vous êtes prêts à promettre de dépenser de l'argent pour qu'on puisse avoir une usine rentable qui continue à œuvrer. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez l'intention de faire une telle promesse. Nous sommes prêts à examiner toutes les possibilités qui se présentent. Dernière supplémentaire? Ma dernière question que je vous pose, ou que je pose plutôt au ministre, est la suivante. Êtes-vous prêt à nous indiquer cet après-midi aux députés de l'Assemblée les raisons pour lesquelles votre chef a indiqué le 11 avril 1985, au cours d'une visite dont je suis sûr que vous vous rappelez, à la Burns Meats Limited, l'usine donc, qu'un gouvernement dont il sera le chef modifiera la loi qui concernerait les employés et le patronat. Troisièmement, éliminer le plafond de 3 semaines pour les indemnités de départ, entre autres promesses qu'il avait effectuées à l'époque. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi 18 mois plus tard, donc après que cette situation ait lieu, pourquoi vous étiez prêt, le gouvernement n'est plus prêt à adopter ces 4 mesures qui coûterait beaucoup moins cher que les autres modifications. Oui, il semblerait que le leader de l'opposition prétende que c'est le seul qui se préoccupe du sort des travailleurs de l'Ontario. J'aimerais vous dire que notre gouvernement, notre chef également se préoccupe du sort des travailleurs et nous allons faire tout ce qu'il nous est possible de faire pour que ces personnes travaillent encore. Nouvelle question. Député de York Sud. Ma question s'adresse au ministre du Commerce et de l'Industrie. Le ministre, la réalité est la suivante, c'est que l'économie et vous trouvez des bons apôtres, vous et le parti à ma droite, c'est que dans le fond, 1500 travailleurs vont perdre des emplois et 93 millions de dollars en actions vont être transférés ailleurs. Dans ce cas-là, on peut voir que l'économie a perdu tout bon sens. La question que j'aimerais poser donc au ministre est la suivante. Pourquoi donc est-ce que le ministre n'a pas déposé une forme de loi concernant la fermeture des usines, la justification, l'information et en fait un dispositif qui va au-delà de ces compagnies qui permettrait d'assurer la condition de travail de vie de ces travailleurs? Pourquoi est-ce que votre gouvernement n'a pas agi?
Je ne crois pas que, dans le fond, on est allé mendier ici, mais j'ai été fort déconcertée lorsque vendredi, les communiqués ont divulgué que l'usine allait fermer ses portes. Ce matin, on a pu avoir des pourparlers et on a également l'intention de rencontrer les gens aux États-Unis. On a l'intention de les rencontrer demain. Moi non plus, je n'aime pas du tout ce genre de perte d'emploi, tout simplement parce qu'il y a un changement de propriétaire d'une compagnie supplémentaire. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Parce que c'est dans le fond une économie de casino. 2,6 milliards de dollars ont été gâchés parce qu'il n'y a aucune activité économique qui a pu être vue ici. Et ce sont les personnes qui vont payer les pots cassés, en quelque sorte, payer les pots cassés de votre politique. Ma question, encore une fois, se pose au ministre. Pourquoi n'avez-vous pas une forme quelconque de loi concernant la fermeture des usines pour la protection et la justification à l'égard des travailleurs pour que lorsque vous avez des pourparlers avec ces usines, vous ne vous trouvez pas en train de mendier, en train de prier, mais qu'en fait, vous réussissez à obtenir des résultats concrets. Pourquoi ne savez-vous pas ce qui se passe? Eh bien, vous ne le savez pas parce qu'il n'existe pas de loi. Pourquoi n'avez-vous pas de loi? Ce sont certes des questions qui me préoccupent. Et je sais que l'avis donné ici est de 6 mois. La compagnie a donné 6 mois. Maintenant, pour ce qui est des paies d'indemnité, ces questions n'ont pas encore été tirées au clair. On ne nous a pas expliqué pourquoi, mais ce sont des questions que nous allons poser au cours de nos pourparlers demain avec les représentants de la compagnie. À l'ordre. Dernière supplémentaire, le député de Lakeshore. Monsieur le Président, je ne crois pas que cela suffise que le ministre nous dise qu'on va poser ces questions. Je crois que les gens de Lakeshore et les gens de l'Assemblée ici demandent une promesse de la compagnie et du gouvernement et que le ministre sera prêt de mettre en œuvre un système qui permettra de protéger les travailleurs et surtout à l'égard de fermeture d'usines. Et j'aimerais que le ministre nous dise aujourd'hui ce qu'il a l'intention de faire et que c'est en fait ça qu'il a l'intention de le faire. Monsieur le Président, je vais certainement indiquer aux représentants du gouvernement et de la compagnie les commentaires et les propos que vous avez formulés aujourd'hui. Nouvelle question. Nouvelle question, le député de York South. Quiconque a parlé de faillite morale ou de banqueroute morale peut bien faire allusion au ministre aujourd'hui. Franchement, on voit ici une ineptitude complète et totale face aux sociétés importantes. Ma question s'adresse au ministre responsable des questions féminines concernant un article ou une question qui est sortie aujourd'hui. Je me demande s'il peut dire qu'étant donné une loi qui a été présentée, qu'en fait la moitié des femmes de l'Ontario ne seront pas comprises dans la loi qui devrait entrer en vigueur en 90. Je ne crois pas que ce soit juste, mais ce que je crois qu'on puisse dire, c'est que plus de 60% des femmes en milieu de travail seront couvertes dans le cadre de cette loi et que donc elles sont protégées dans cette période de temps, ou à partir de cette période de temps. Monsieur le Président, si vous voulez changer d'avis, je vais vous en donner la possibilité, mais Monsieur le Procureur général, vos calculs sont erronés, votre logique est fausse, et dans le fond, les femmes vont se trouver dans une situation difficile pendant beaucoup plus longtemps que vous êtes prêt à la mettre aujourd'hui. Ma supplémentaire que je pose, Monsieur le Président, au procureur général, traite de la question suivante. On demande aux employeurs de mettre de côté 1% de la masse salariale pour l'équité salariale lorsqu'elles sont enfin mise en œuvre dans les années 90. J'aimerais poser la question suivante au procureur général. Y existe-t-il quelque chose dans la loi qui s'arrangera pour que le gouvernement, que l'employé, ou plutôt l'employeur, ne fasse pas son versement ou ses réserves de 1% et qui ne réduise pas les salaires?
D'après ce que je comprends, 60% des personnes qui sont protégées par cette loi sur l'équité salariale, oui, bon, des femmes, donc, qui travaillent, verront les ajustements commencer pour elles à partir de la 3e année du plan. À savoir si c'est juste, eh bien, j'aimerais également répondre à la 2e question et la réponse est non. Supplémentaire final, député d'Ottawa Centre. Je demande si le ministre peut examiner son livre vert et se rafraîchir la mémoire quant à savoir combien de femmes et quand ces femmes seront protégées par cette loi. Parce que d'après ce que je vois, on voit que les personnes qui seront protégées, les femmes qui seront protégées, le seront seulement après 6 ans que ce projet de loi sera déposé. Autrement dit, 89% des femmes qui travaillent seulement dans le secteur privé. Autrement dit, ce que vous nous offrez, c'est une loi pour les femmes dans le secteur privé et la moitié n'en bénéficieront pas avant 6 ans. Le ministre, 85% des femmes qui travaillent dans cette province seront protégées par ce projet de loi. Il est vrai que ce projet de loi propose une solution progressive au problème parce qu'on a étalé les dates de commencement de paiement d'ajustement et on n'a pas d'autres possibilités à l'égard de ce problème. Évidemment, le NDP n'a jamais proposé dans les provinces où il avait un gouvernement une telle loi en Colombie-Britannique et une autre province centrale. Et j'aimerais indiquer à cette députée que lorsque le NDP a formé un gouvernement, on peut dire que ce gouvernement n'a pas proposé ce genre de loi. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh bien, il manquait de culot. Et pourtant, ils avaient la majorité. Nouvelle question. La question suivante, à l'ordre. Leader de l'opposition, nouvelle question. Le procureur général aurait dû avoir la vie plus facile et aurait pu certes réclamer que le député d'Ottawa Centre reste expulsé. Comme ça, il n'aurait pas eu à répondre à la question. J'ai une question qui s'adresse au ministre du Commerce et de la Technologie. On saura que son chef a beaucoup discuté concernant les négociations du pacte de l'automobile, mais en ce moment même, l'usine Goodyear est en train de fermer ses portes. Le député notera aussi que son propre gouvernement a parlé d'un plan de 1 milliard de dollars et que ce comité où on discute de ce plan était présidé par lui-même. Il reste plus que 4 mois dans l'exercice financier. Peut-être le conseil du 10 ministres sur la technologie s'est rencontré et quand sont les fonds affectés. Le conseil s'est rencontré 3 fois, mais il y a eu beaucoup de réunions de personnel et d'administrateurs. Nous avons qu'une somme modeste pour l'instant parce qu'avant tout, nous voulons avoir les critères nécessaires ou adéquats et nous avons reçu déjà plus de 250 demandes émanant de personnes qui ont besoin de fonds et nous voulons nous assurer que nous avons les critères bien établis avant de commencer le processus supplémentaire. Eh bien, le ministre a oublié, comme par hasard, une promesse de 17,5 millions de dollars pour Flurcon, qui se trouve au cœur même de la ville de Toronto. 7,5 millions de dollars, Monsieur le ministre, j'aimerais vous dire, qui en fait représente 2 ou 3 fois la valeur
de l'usine de Goodyear qui ferme dans une autre région de la ville. Ma question au ministre est la suivante. Est-ce qu'il est en mesure de confirmer les chiffres qui ont été donnés concernant nos questions posées à l'ordre du jour, que jusqu'à présent, sur 100 millions de dollars en haute technologie, on voit une disparition dans le secteur de l'automobile surtout, et que jusqu'à présent, on a dépensé 114 000 dollars pour le fonds d'incitation à la recherche d'université, et les frais d'administration sont presque aussi importants. 99 700 700. Est-ce que vous pouvez dire que maintenant que ce fonds de technologie existe depuis 7 ou 8 mois, que vous êtes en mesure de dépenser de telles sommes d'argent, la moitié consacrée à l'administration, et que dans le fond, il n'y a pas un sou encore qui a été versé des fonds utiles? Monsieur le Président, comme j'ai indiqué, je crois qu'il s'agit des chiffres exacts et ce sont les seuls mouvements d'enquête qu'il y a jusqu'à présent. Nous avons l'intention d'être plus prudents quant à la façon dont nous dépensons les fonds publics que vous nous l'avez été. Le député de Windsor-Riverside a une question à poser. Si vous voulez bien m'écouter. Le député de Brantford, vous vous amusez bien? Alors, dans ce cas-là, l'autre député s'ayant tu, je passe la parole au député de Windsor-Riverside. On saura que la semaine dernière, il y a eu des accusations qui ont été portées, 18 contre une maison, un foyer pour personnes âgées. Accusations portées en novembre 84 contre la maison Beacon Hill. Et Ron Rifford a dit que cela fait trop longtemps qu'on en attend et que les cours ne peuvent que ignorer les renseignements fournis. Cela fait 2 ans que les audiences se traînent au tribunal. Je crois que la question a été lue, examinée plutôt. La question a été reportée pendant un certain temps parce qu'il y a des décisions que l'on prenait, des décisions que vous connaissez. Et je puis dire qu'en ce moment, nous sommes en ce moment en train de venir en appel concernant cette décision. Quoi qu'il en soit, il reste encore des chefs d'accusation. Certaines de ces accusations ont été retirées, mais certaines restent encore. Et malgré ça, il n'y a pas eu d'intervention au tribunal. Est-ce que le fait de ne pas indiquer qu'il manque de personnel, qu'il n'y a pas des soins suffisants ou que le personnel n'a pas les qualifications requises, est-ce qu'ils ne reconnaissent pas que, dans le fond, en Ontario, on rit à votre nez parce qu'on ne met pas vraiment en œuvre la loi sur les foyers pour les personnes âgées? Eh bien, Monsieur le Président, nous traitons de cette question de façon très sérieuse. Nous avons des consultations en cours concernant les modifications à la loi sur les foyers pour personnes âgées et je puis vous dire que les audiences devaient avoir lieu très bientôt après que la décision de Elm Tree a été divulguée. En fait, nous avons l'intention d'en venir en cours de rappel avec cette décision car il s'agit d'infractions très sérieuses, très graves. Et nous sommes en train d'examiner les possibilités de venir en appel à l'égard de cette décision. Et déjà, il y a quelques semaines, nous avons examiné cette loi dont il a une copie et nous avons l'intention de proposer quelque chose de plus concret avant Noël. Nouvelle question, député de Nipissing. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question se pose au procureur général. La semaine dernière, on a obtenu des renseignements que le procureur général, que le solliciteur, avait enfreint la loi et que cette infraction a lieu quelques jours avant le discours du ministre concernant la consommation de boissons
mercredi ou jeudi, vous étiez en retard. Le personnel a refusé de dire où vous étiez. Et je suppose que peut-être vous êtes en train d'examiner la possibilité de démissionner. Ma question que je vous pose est donc, étant donné toutes ces circonstances et que vous semblez avoir pu réfléchir, j'aimerais savoir quelle est votre décision à l'égard de cette possibilité de démissionner. Je suis fort heureux ici de pouvoir indiquer que je n'ai pas proposé ma démission et je n'ai pas l'intention de le faire non plus. Concernant toute question, quant à savoir où j'étais mercredi ou jeudi, eh bien, les affaires doivent continuer malgré toutes les possibilités de vous mettre dans un état d'esprit qui n'inciterait pas à être productif. J'ai travaillé mercredi et jeudi et si vous voulez savoir ce que je faisais, eh bien, je parlais à la Société de philanthropie qui a des préoccupations sérieuses et j'ai également été absent étant donné les conditions météorologiques. Question supplémentaire. Bien, Monsieur le Président, quand on avait posé des questions en Chambre jeudi et vendredi, il n'y a pas eu de déclaration. Le trésorier avait indiqué qu'aucune autre personne a été nommée pour remplir les fonctions du sollicitaire général en ce qui concerne cette enquête et personne d'autre n'a été nommé. Je me demande si le solliciteur général se sent confortable pour répondre des questions concernant cette enquête. Ces questions n'ont pas été répondues. On voulait savoir combien de fois le bateau en question a été utilisé par lui-même et par des députés et d'autres ministres. Les personnes dans la région de Kingston qui ont été inculpées de la même violation. Êtes-vous prêt à nous donner de telles informations? Est-ce que ça ne vous gêne pas de donner des réponses à de telles questions? D'après mes renseignements, les réponses étaient données par le trésorier et le procureur général au cours de ces 2 jours. Et comme vous le savez, il y a eu un rapport qui a été commandé par le procureur général sur cette question. Cela a été entraîné par les questions qui ont été posées dans la Chambre. Nouvelle question, le député de Hamilton West. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Compte tenu de la crise imminente dans l'éducation des adultes et le transfert des taxes de la commission scolaire publique aux écoles séparées à partir du 1er janvier, le ministre doit savoir que les contribuables prennent au sérieux l'éradication de cette province. De plus, le projet de loi 30, le ministre nous avait dit que les règlements qui existent déjà influeront cette question. Je voudrais savoir qu'est-ce que le ministre pense maintenant que la Commission des écoles séparées de la métropole de Toronto, ils ont eu une décision leur disant que les écoles publiques ne peuvent pas utiliser les fonds pour l'éducation des adultes. Je remercie l'honorable député pour sa question. Il se rappelle le débat dans le comité permanent concernant le projet de loi 30 qui parlait de l'éducation des adultes. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire de consulter beaucoup de gens. J'ai rencontré Mme Dobell pour sa recommandation et après ses propres consultations, c'est ce qu'elle a fait et je peux dire à mon honorable collègue que dans quelques jours, même cette semaine, j'ai l'intention de faire une déclaration sur cette question. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je crois que nous devons tous reconnaître que cette question est d'une importance critique pour de nombreuses personnes, de nombreux adultes qui suivent des cours d'anglais comme langue seconde ou français langue seconde dans l'espoir de recevoir un crédit et d'autres cours.
Je me demande si je peux lui demander s'il peut assurer la Chambre qu'il ne va pas répondre avec un mécanisme qui, en fait, limite le montant accordé à l'éducation, qu'il ne va pas penser à la duplication en ce qui concerne le domaine de l'éducation des adultes, qui va offrir une indemnisation raisonnable afin qu'aucun adulte ne puisse être refusé l'accès au programme de l'éducation pour des adultes à la suite de cette évaluation. Je voudrais dire à l'honorable député que dans cette question, comme toute question concernant la politique scolaire, je veux veiller à ce qu'il n'y ait pas de dédoublage inutile. Je veux dire aux députés de Hamilton West que j'ai remarqué dans les journaux que certaines personnes appartenant à la commission scolaire de l'Ontario, à la communauté scolaire, posent toutes sortes de questions, mais en fait, on ne fait rien. Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un bon climat pour la consultation et le dialogue, où il y en avait très peu. Eh bien, vous savez, Monsieur le Président, le député Scarborough Centre intervient. Qu'il n'était pas le chef de file en ce qui concerne les conseils. Mon collègue de Hamilton West va se rappeler ce que ce parti avait fait en gouvernement en ce qui concerne l'éducation aux adultes. Ils ont tout vidé, Monsieur le Président. Et bien sûr, eux, ils n'ont aucun intérêt dans ce type de politique. Je peux dire à mon collègue, Monsieur le Président, qu'il sera très content d'être en Chambre plus tard cette semaine pour entendre la déclaration qui, j'espère, va adresser toutes les questions. Et il saura que l'éducation des adultes joue un rôle très important au sein du ministère de l'Éducation. Nouvelle question, le député de Nipissing. Monsieur le Président, je voudrais poser une question au solliciteur général. Je voudrais savoir quel conseil il donne à la Sûreté de l'Ontario en ce qui concerne des infractions dont il s'est rendu coupable cet été. Monsieur le Président, je ne donne aucune instruction à ce sujet. Vous savez très bien que les règles existent déjà et c'est à la Sûreté de les appliquer. Question supplémentaire. Le député de Nipissing. Monsieur le Président, je crois que les députés de cette Chambre et les membres du public vont trouver cela impossible de croire que la Sûreté de l'Ontario, qui sont responsables de l'application de la loi, n'ait pas de question à se poser en ce qui concerne de ce qu'il se passe au moment où on essaie de camoufler cette enquête. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui fait quoi. Question. Puis-je demander au procureur général, compte tenu de mes commentaires sur ses réponses antérieures, s'il est au courant de ce qui se passe en ce qui concerne les chefs d'accusation qui ont été semblables, qui ont été déposés contre d'autres personnes dans la province, surtout en ce qui concerne les 60 personnes qui se sont trouvées coupables de la même infraction que le ministre. Monsieur le Président, en déférence, la référence effectuée par l'honorable député jusqu'à présent, c'était peut-être adressé au procureur général. Peut-être que son cerveau n'était pas coordonné avec sa langue. S'il veut que c'est le procureur général qui réponde à la question, s'il veut, c'est moi qui répondrai. Nouvelle question, le député d'Algoma. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce concernant l'assurance. Est-ce que le ministre est au courant du fait que dans mon comté, dans la communauté de Blind River, M. Venturi, propriétaire de Lincoln Hotel, qui n'a fait que 3 réclamations mineures par le passé, et cela avait coûté seulement 185 000 $ pour les rénovations et concernant des alarmes pour l'incendie.
a vu ses primes d'assurance passer de 564 $ à 17 595 $. Cela représente une augmentation de 211 Compte tenu de ce type d'augmentation, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il fait pour assurer que les hôtels et les tavernes puissent obtenir de l'assurance routière à un prix abordable dans cette province? Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de cet incident, mais je suis au courant de nombreuses choses qui sont arrivées en ce qui concerne les propriétaires des tavernes, et je peux dire que les assureurs routiers de l'Ontario essayent d'accorder l'assurance à ceux qui ne peuvent pas l'obtenir. Et jusqu'à présent, on a pu résoudre les problèmes. En ce qui concerne les prix à payer, malheureusement, je n'y peux rien. C'est le marché qui décide. Il y a des gens là qui essaient de trouver d'autres marchés et trouvent des primes qu'ils peuvent payer. Le ministre doit être au courant que dans ce cas en particulier, M. Venturi s'est adressé aux assurés routiers et ils l'ont conseillé de contacter Pavco, qui apparemment est la seule compagnie de cette province qui offre ce type d'assurance. Et tant que Pavco offre cette assurance, même si le taux est ridiculement élevé, il faut se plier. Est-ce que le ministre est au courant du fait que M. Venturi, tout comme d'autres propriétaires de tavernes, ne peuvent pas se payer les assurances et, par conséquent, doivent continuer à travailler sans l'assurance routière? Et s'il est au courant de cette situation, est-ce qu'il peut nous dire combien de propriétaires de tavernes dans la province n'ont pas l'assurance routière? Je ne suis pas d'accord avec je ne suis pas au courant de taverniers dans la province qui fonctionnent sans l'assurance routière. Nous avons institué l'assurance cette association afin d'aider les gens qui ne peuvent pas acheter de l'assurance. Alors, s'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter de l'assurance auprès d'une compagnie, ils devraient peut-être contacter d'autres compagnies. C'est comme ça que le système marche. Nouvelle question, le député de Lincoln. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Industrie et du Commerce avait dit que vous vous inquiétez de prise de contrôle par d'autres compagnies. Pour assurer que ces inquiétudes peuvent être introduites dans le projet de loi 142, vous avez dit que vous voulez avoir un peu de temps pour étudier les modifications que nous avons proposées. Est-ce que le ministre n'est pas d'accord que la détermination des tarifs par l'Ontario devrait être effectuée par un tribunal à la suite d'une enquête publique? Monsieur le Président, d'après le député et sa question concernant le projet de loi qui sera déposé, le projet de loi visait à protéger le consommateur de l'Ontario. Et le fait est qu'il y avait de grandes difficultés à concevoir un projet de loi. Le projet de loi a été conçu afin de protéger les consommateurs et d'assurer que le distributeur était protégé. C'est ça la question en ce qui concerne le projet de loi. Si vous avez d'autres questions, je serai heureux de la répondre. Question supplémentaire. Si le ministre n'aime pas les modifications que nous avons proposées en vue de protéger les consommateurs de l'hydro de l'Ontario, qui avaient l'intention d'établir des tarifs d'électricité supérieurs à ceux qui étaient nécessaires, est-ce qu'il peut nous assurer qu'il va déposer sa propre modification qui va demander à ce que les tarifs de l'électricité soient fixés par la Commission de l'énergie de l'Ontario? Il est évident que l'ancien ministre ne comprend pas le système. Il y a beaucoup, au sein de ce nouveau ministère, on s'inquiète beaucoup. On pense peut-être qu'on va empiéter sur d'autres juridictions si nous adoptons sa prise de position. Il faut tenir compte de cet aspect et c'est une question très importante que nous étudions actuellement. Ce gouvernement ne dépose pas de projet de loi avant
de comprendre toutes les ramifications de ce projet de loi et de son impact sur la population de l'Ontario. Nouvelle question, le député de Essex Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Comme le ministre doit savoir, l'Institut des hydrologistes en Ontario a publié un rapport. Le rapport avait dit en ce qui concerne le dollar, les pays de la communauté économique européenne et le gouvernement américain accordent davantage de l'aide aux agriculteurs. Comme on avait dit, en 1986, l'assistance aux producteurs d'avoine était de l'ordre de 33 cents par boisseau. Au Canada et aux États-Unis, c'était de 3 $ le boisseau. Est-ce que le ministre n'est-il pas d'accord que dans de telles conditions, nos agriculteurs ne peuvent pas concurrencer, quelle que soit leur compétitivité? Nos fermiers ont toujours été très concurrentiels jusqu'à présent et je dois dire que nous sommes pris en deux feux d'une guerre de prix qui existe entre la communauté européenne et les États-Unis et 50% des revenus des fermiers aux États-Unis proviennent des subventions offertes par le gouvernement de l'Ontario. Et c'est la même chose pour les fermiers de la communauté économique européenne. Par conséquent, cela rend la concurrence très difficile pour nos fermiers. En vue d'encourager nos fermiers, nous allons continuer à offrir des programmes tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral pour assurer que nos fermiers restent concurrentiels. Mais je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous n'avons pas le trésor dans cette province. Nous n'avons pas les fonds que les États-Unis ni que les pays de la communauté économique européenne disposent. Question supplémentaire. Je crois que le ministre est au courant que les prix de soutien ne constituent qu'une partie de la réponse, et tout comme l'assistance financière. Et il sait que les gens qui sont impliqués dans cette industrie en ont assez de toutes sortes de consultations au gouvernement. Ce qu'il nous faut, c'est des solutions à long terme. Est-ce que le ministre peut nous dire aujourd'hui quand le gouvernement va exprimer à plus d'un demi-million de personnes qui travaillent dans le monde de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour le long terme afin qu'ils puissent planifier leur avenir en tenant compte des recommandations du gouvernement? Le député sait très bien que la stratégie agricole nationale a été déposée à la conférence à Vancouver la semaine dernière. Je dois dire, Monsieur le Président, qu'encore une fois, c'est l'agriculture qui fait figure de proue parce que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, que les ministres provinciaux et fédéraux ont pu se rencontrer pour concevoir une stratégie nationale afin qu'on puisse prendre notre place sur le marché mondial en tant que pays et non en concurrence avec les trésors des autres provinces. C'est là un cadre que nous avons établi et nous pouvons aller de l'avant à partir de là. Et nous pouvons par la suite présenter des programmes à l'avenir. Pour le moment, nous devons essayer de régler les difficultés auxquelles font face les fermiers avec ce qu'on appelle des programmes à court terme. Et j'ai annoncé des programmes aujourd'hui, des programmes qui, à l'encontre de ce que dit les critiques de l'opposition officielle, que les programmes offerts en Alberta, au Saskatchewan et au Michigan. Nous sommes très fiers de ce programme et les fermiers sont très contents. Nouvelle question, le député de Durham-York. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Malgré la rhétorique du ministre, le programme de réduction de taxes reste le programme le plus important pour les fermiers en termes de dollars. Pourquoi est-ce que ce programme a été émis après 3 mois de retard? Peut-être qu'on devrait poser cette question à un autre ministère plutôt qu'à celui-ci. Mais
Ça se peut que ce soit dû à la situation concernant les postes que nous connaissons dans ce pays. Et moi, j'ai compris que 4 sous, ça c'est 34 sous constitue la livraison et puis le reste, en fait, pour l'entreposage. Peut-être vous devriez poser la question ailleurs. Il est clair que le ministre n'a pas la moindre idée du retard que nous avons vu cette année concernant cette ristourne. Et l'année dernière, l'aide pour les agriculteurs était arrivée au bon moment pour la dernière possibilité de rembourser les impôts. Je me demande donc combien de centaines de millions de dollars ce petit retard a permis au gouvernement d'économiser aux dépens du secteur d'agriculture. La réponse est très simple. Il n'y en a pas. Nouvelle question, député de Sudbury-Est. Moi, j'ai une question qui s'adresse au ministre du Travail concernant Robert Hunt, compagnie qui, depuis les 6 dernières années, a enfreint la loi sur la sécurité et 39 travailleurs ont été hospitalisés en mars, 9 et 13 à des jours différents pour inhalation de substances toxiques. Le ministre peut-il reconnaître que les syndicats ont enfin abandonné ces demandes auprès du patronat parce que le surveillant ou le chef a menacé le personnel et il y a une certaine arbitration à l'article 24 de leur convention collective, ou plutôt de la loi sur la sécurité au travail. Est-ce qu'il peut l'expliquer? Eh bien, Monsieur le ministre, j'ai entendu d'un arbitrage récemment concernant un incident de représailles. Je n'ai pas eu l'occasion de l'examiner moi-même. Je vais examiner l'étude, les résultats, et je laisserai savoir à l'honorable député ce que nous avons l'intention de faire si nous avons l'intention de réagir. Supplémentaire, étant donné que votre ministère a une politique, c'est-à-dire de ne pas inculper, si en fait on a un arbitrage couronné de succès, étant donné que les 2/3 des travailleurs ne peuvent se rendre à l'arbitrage parce qu'ils n'ont pas le droit dans cette province, êtes-vous prêt à changer les politiques de votre ministère et de poursuivre des cas où il y a des cas d'intimidation? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de fois le ministère a persécuté d'après l'article ou en vertu de l'article 24 de la loi? Eh bien, je crois que mon honorable collègue verra que cela prend du temps de glaner des données et moi je suppose, Monsieur le Président, que les données ne seraient pas élevées. Je dois indiquer, Monsieur le Président, de façon globale, j'aimerais indiquer donc à mon collègue et aux députés de la Chambre que de façon générale, lorsqu'on examine les modifications apportées à cette loi, sont des modifications qui sont là pour protéger les travailleurs en cas de mesures de représailles. Et on voit beaucoup de ce genre de cas. Et je ne crois pas qu'on puisse progresser concernant le refus des travailleurs, à moins qu'on ait de bonnes sources de renseignements quant à savoir ce qui se passe vraiment. Et s'il y a eu des questions de représailles que l'on puisse prouver, dans ce cas-là, le ministère et le gouvernement va être exercer des pressions sans relâche ou agir de façon très claire. Ma question se pose au ministre de l'Agriculture. Je me suis rendu compte que le secrétaire parlementaire avait quelque chose à chuchoter à l'oreille de ce ministre. J'aimerais savoir ce qu'on va chuchoter concernant ce que j'ai apposé. On a parlé de 6,60 $ par tête de pipe concernant les bovins, mais les cassettes ont été simplement envoyées récemment concernant les versements de 13,20 $. Combien, encore une fois, est-ce que le gouvernement économise
étant donné qu'il reporte le jour de paiement de ce paiement tripartite. Il est manifeste que le député ne sait pas ce qu'il raconte. C'est la troisième fois maintenant à peu près que je réponds à la même question et j'essaie d'indiquer à l'honorable député que nous avons envoyé tous les renseignements à Ottawa où on les glane. Ma suggestion par conséquent serait que vous puissiez parler à votre homologue à Ottawa afin de voir pourquoi on tarde tant avec ces renseignements et les paiements. Ce n'est pas de notre faute qu'il y a un tel retard parce que nous envoyons les renseignements à Ottawa aussi rapidement que possible. J'aurais aimé le croire, mais je puis assurer, Monsieur le Président, qu'il y a beaucoup d'entre nous dans la province qui ont posé des questions et il ne semblerait pas que ce soit la réponse. J'aimerais citer Henry Ediger, qui est de votre ministère, qui a dit que pour les bovins, les bœufs, la subvention serait 46 $ et non pas de 13,20 $ si le programme d'assistance ait été en vigueur depuis le début de l'année. Or, nous savons que vous avez signé l'accord de stabilisation 2 mois avant que tout autre gouvernement n'ait signé ce contrat. Et nous savons aussi que vos demandes ont été envoyées 6 semaines et peut-être même 2 mois après la demande de l'Alberta. Combien donc votre retard a coûté aux éleveurs de bovins en Ontario? Le fait que j'ai signé 2 mois avant d'autres provinces montre que nous savons faire preuve de leadership en Ontario. Monsieur le Président, si l'on remonte un petit peu dans l'histoire, on se rendra compte que l'ancien gouvernement a essayé d'obtenir un programme de stabilisation tripartite depuis 4 ans. Et lorsque moi, je suis devenue ministre, ça n'a pris qu'1 mois pour obtenir ce programme tripartite. Par conséquent, nous avons agi et nous avons un programme. Et je pense que le député est bel et bien au courant qu'il existe un comité formé de producteurs de bovins et siègent également à ce comité des représentants des gouvernements provinciaux et fédéraux. Ce n'est pas le ministre de l'Agriculture de prendre les décisions, c'est le comité formé de producteurs de bovins ou de bétail. Oui, le député de Oakwood aura le droit de parole dès que les autres ont terminé. Député de Oakwood, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Le ministre se souviendra que le 10 juillet, on a eu au moins 3200 signatures des résidents de York qui indiquent qu'ils paient le taux le plus élevé d'impôts fonciers et que de notre côté, ils ont les pires niveaux de services municipaux offerts. Ces résidents réclament que certaines subventions spéciales soient mises en œuvre pour venir en aide à cette situation. En octobre, vous avez fourni une réponse fort déconcertante et c'est généreux de dire ça. Ma question est donc de savoir, est-ce que vous êtes prêt à obtenir ou à octroyer des subventions directes pour que les résidents de la ville de York ne soient pas obligés de payer les impôts fonciers les plus élevés tout en bénéficiant des plus piètres services municipaux offerts? Monsieur le Président, je suis d'accord avec l'honorable député qu'il se peut fort bien que la ville de York paye les taux d'impôts fonciers les plus élevés, étant donné que c'est un secteur très peu industrialisé, très peu commercial. Mais j'aimerais également indiquer que au sein du ministère des Affaires municipales, nous compensons ces secteurs qui sont très peu industrialisés. Nous avons des compensations et récemment, j'ai remis 3,5 millions de dollars pour ces questions à la ville de York. Par conséquent, moi, je trouve que 3,5 millions de dollars pourra compenser une partie, et je souligne bien une partie, de ces problèmes. Mais je ne puis résoudre
la croissance lente de la ville de York supplémentaire. Le ministre saura que ces subventions de 3,5 millions de dollars a été données à la ville de York pour 83, 84, 85 et 86. Par conséquent, ce n'est rien de neuf ou de nouveau, c'est une subvention qui existe depuis longtemps. Mais le ministre ne se souvient-il pas que lorsqu'il tourne la page que je lui ai remise, qu'en mai 84, le leader du parti de l'opposition, le Parti libéral à l'époque, M. David Peterson, a demandé aux résidents de la ville de York de se rendre au bureau municipaux et d'avoir une réunion spéciale concernant le taux élevé des impôts. Est-ce qu'on indique donc qu'en 1984, les libéraux ont reconnu qu'il y avait un taux d'impôt foncier élevé, qu'ils n'avaient rien fait à l'époque, mais maintenant qu'ils peuvent faire quelque chose, ils disent qu'ils ne peuvent rien y faire? Monsieur le Président, je viens de dire que je suis d'accord avec l'honorable député que les résidents de York payent un taux élevé d'impôt foncier. Nous sommes d'accord. Mais j'offre à York, non seulement à la ville, mais à la région, des fonds spéciaux de péréquation. Et cette année, nous examinons toutes les régions qui connaissent des taux de croissance basses ou bas, comme le Nord et l'Est, entre autres, obtiennent certaines donations. Mais leurs taux de croissance de ces régions ont peut-être des taux de croissance encore plus bas que ceux de York. Et pourquoi le Nord et l'Est ont des taux de subvention donc plus élevés? Mais je ne peux pas aider beaucoup plus ces régions qui ont des taux de croissance bas. Nouvelle question, le député York East. Monsieur le Président, ma question se pose au ministre des Affaires civiques et culturelles. Plusieurs groupes au sein de York East sont fort préoccupés par les réfugiés qui arrivent en Ontario et certaines personnes ont posé des questions quant à savoir comment ils pouvaient venir en aide à ces groupes de réfugiés. Et ma question est la suivante. Quelles sont les politiques de son ministre concernant les réfugiés qui arrivent en Ontario? Comme vous le savez, Monsieur le Président, l'Ontario assume la responsabilité pour les services offerts aux réfugiés et on divulgue les renseignements. Et une des possibilités, ce sont des foyers d'accueil. On a ce genre de foyer à Toronto et à Hamilton. Et nous avons également l'intention d'avoir des liens plus rapprochés avec le ministère fédéral d'immigration et également des liens plus rapprochés avec d'autres ministères. Je puis indiquer que nous travaillons avec les communautés aussi parce que nous avons les infrastructures nécessaires et nous allons donc avoir des foyers d'accueil comme Welcome House. Par conséquent, il y a des personnes ou plutôt des groupes d'intérêt qui ont déjà pris sous leur aile certaines de ces groupes de réfugiés. Oui, supplémentaires, qui se posent donc ou qui s'adressent au ministre. Ma question traite de la collaboration entre les paliers municipaux et fédéraux. Est-ce que la ministre peut m'indiquer ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Eh bien, nous avons eu des soumissions au niveau du ministère avec un comité ou un groupe de travail. Et on a eu affaire avec M. Wiener. On a essayé de coordonner de façon aussi humaine que possible nos travaux. Nous avons également des contacts avec des groupes de religieux ou communautaires et nous allons assurer que ces réfugiés puissent obtenir la protection nécessaire qu'ils viennent rechercher ici. Également, nous avons des services offerts dans tous les foyers. On leur offre asile. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Ça fait maintenant plus d'1 an que vous avez offert une loi et les pharmaciens attendent maintenant depuis 2 ans certaines modifications parce qu'on peut voir que les médicaments génériques seront également inclus. Vous avez indiqué qu'à partir du 1er décembre,
vous annoncerez les modifications de prix, puis ça sera efficace seulement ou en vigueur un mois plus tard. Ma question est donc la suivante. Qu'allez-vous faire pour vous assurer que les modifications de prix vont tenir compte des fluctuations du marché? Monsieur le Président, nous avons glané des renseignements dans la meilleure possibilité possible étant donné les circonstances et nos prix ont été calculés d'après le meilleur prix offert. Ceci a été décrété par le comité de l'Assemblée. Également, il y a certains porte-paroles comme l'Association des pharmacistes de l'Ontario qui ont formulé leurs suggestions. Nous avons hâte de voir le 1er décembre comme étant date de proclamation des nouveaux prix. Et je crois qu'il y aura certaines économies qui seront effectuées. Il y aura d'autres médicaments génériques également qui seront compris, comme l'a indiqué par le député. Et nous espérons pouvoir également traiter de façon rentable avec la taxe d'assises qui affecte les pharmaciens et les consommateurs de cette province. Et nous pensons mettre ceci en œuvre à partir du 1er décembre et c'est à partir de ce moment-là que nous allons ajuster le barème des prix. Oui, après 2 ans, on aurait cru que votre personnel ait plus de renseignements concernant les prix que cela. Est-ce que le ministre va demander que les prix soient mis en vigueur à partir du 1er janvier ou bien est-ce qu'on ne précisera pas la date d'entrée en vigueur de nouveaux barèmes de prix pour que les consommateurs puissent bénéficier des économies? Monsieur le Président, cette question a plusieurs volets. Je crois que je vais y répondre à toutes, mais je serai bref. J'aimerais remercier le député d'appuyer les médicaments génériques, même si ses homologues sont contre. Je puis indiquer, Monsieur le Président, l'honorable député n'est pas à la page concernant toute cette question. Et en tant que ministre responsable de cette situation, j'ai pu en discuter avec les homologues au fédéral en mai et juin, par exemple. Je n'ai pas pu les rencontrer assez souvent, malheureusement, que justement, il fallait tenir compte des modifications, des fluctuations, et nous vous remercions de votre suggestion que de baisser le barème des prix, car je crois qu'il faut tenir compte de la concurrence, que le marché reste compétitif, et nous voulons également tenir compte des intérêts du consommateur, et je tiens à dire que nous tenons à ce que les consommateurs